Dans ce live exceptionnel, Mokhtar Ali reçoit Mani Kongo, un jeune blogueur audacieux et engagé, pour une discussion approfondie sur l'Afrique et le monde d'aujourd'hui. Ils abordent l'actualité africaine et internationale, l'éducation politique et l'implication citoyenne, tout en analysant les régimes dictatoriaux et la gouvernance. Au fil de cet échange, ils posent des questions réflexives et provocatrices qui invitent chacun à réfléchir sur son rôle dans la société et à ne pas rester passif face aux enjeux de notre époque. Préparez-vous à être interpellé, surpris et inspiré par une conversation qui ne laisse personne indifférent. Les questions que j'ai préparées pour lui sont nombreuses parce que toutes ces questions sont d'actualité et vous devez suivre toutes ces questions et les réponses que mon invité aura à donner à ces questions et que je lui poserai. Vous le voyez très bien, il est très jeune, tout souriant et il a beaucoup dans la tête. C'est un jeune intellectuel. Et voilà, comme je le disais dans l'annonce que j'avais faite, c'est quelqu'un qui est vraiment rompu dans les histoires de stratégie politique, enfin de tout ce qui concerne les dictatures, tout ce qui concerne la gouvernance, pourquoi les dictateurs ne veulent pas partir quand ils sont au pouvoir, pourquoi les peuples, certains peuples dorment, parce que peut-être hypnotisés par les dictateurs. Donc dans ce live, mon invité aura à vous donner des réponses. Même si ces réponses ne sied pas à vos attentes, vous êtes là, vous aurez à lui poser des questions. C'est quelqu'un qui est cool et répond de façon correcte aux questions. Bien. Bonsoir, mon cher invité, le frère Mani Kongo. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Et vous, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord, je vous remercie pour avoir accepté mon invitation de ce soir à propos de la gouvernance, à propos des dictateurs, à propos de l'éducation politique, à propos de l'actualité africaine et internationale, à propos aussi des questions réflexives et provocatrices pour le public. Donc, merci encore une fois. Bien, Mani Kongo, je voudrais que vous-même vous présentiez brièvement. Je sais que vous n'aimez pas vous donner tous les détails sur vous-même, mais quand même, avec nos invités qui effectivement vous aiment bien, et que moi aussi je vous aime bien, j'aurais souhaité que vous vous présentiez brièvement avant qu'on ne lance la discussion. Merci. Bonjour à tous, enfin, bonsoir à tous, ça dépend de où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Alors, comme l'a dit Monsieur Ali, il y a des choses sur moi que je ne peux malheureusement pas exposer sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai mes raisons. En tout cas, c'est pas que j'ai peur de me faire attraper, mais j'ai différentes raisons. Donc, je me fais appeler le Mani Kongo sur TikTok. Je crée du contenu. Je parle de communication politique, de stratégie d'influence, de stratégie de manipulation de masse. Et mon récit se concentre principalement sur la dictature. Mais je ne parle pas que des dictateurs, je parle quelquefois aussi de certains éléments qui posent problème sur le continent africain. Donc, mon parcours, j'ai fait des études en marketing et en communication, et j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine de la communication politique et institutionnelle. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le domaine qui régit la politique, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'un président va aller faire une campagne politique, par exemple, il y a toute une équipe de com qui va l'appuyer dans l'élaboration de sa stratégie pour gagner des voix, gagner son élection, bref. Tout ça, bien évidemment, c'est pas lui qui va le gérer en tant que président de la République ou en tant que candidat. Donc, il y a toute une équipe de conseillers, de spécialistes en psychologie, en sociologie, en communication, qui vont être là à accompagner l'homme politique. Donc moi, j'ai justement baigné dans cet univers-là où l'objectif, c'est d'épauler
les hommes politiques ou simplement les institutions publiques dans leur stratégie d'influence, de manipulation ou simplement de communication. Donc c'est un peu ma spécialité et j'ai décidé de me lancer sur TikTok justement pour permettre aux gens de pouvoir voir un peu plus clair puisque au final ils subissent différentes choses qui résultent de ces stratégies que les gens de mon domaine déploient. Mais le problème c'est que le peuple ne connaît même pas le domaine, donc ils ne comprennent pas du tout de quoi ils sont victimes. Et ma volonté, c'était justement de venir et essayer, tant bien que mal, de mettre en lumière certaines choses. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Merci Mani Congo, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, vous êtes dans le domaine et ce qui nous permet effectivement de décortiquer tout ça là. Alors, sans plus tarder, nous allons nous jeter dans le bain. Alors, pour commencer, on va parler de l'actualité africaine et internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde bouge et ça bouge aussi en Afrique. Et par exemple, au Cameroun, il y a eu des élections la dernière fois le 12 du mois, le 12 octobre, et les résultats sont prévus pour le 27. Et bon, le vieux loup, le vieux Paul Biya, vous voyez, les résultats partiels lui disent vainqueur, alors que son adversaire, lui, il dit non, c'est pas du tout, c'est lui qui a gagné. Bien, quand on quitte le Cameroun, on va à Madagascar, on voit ce qui s'est passé là-bas et les jeunes ont pris leur situation en main et se sont levés pour chasser leur président qui actuellement se trouve en France. Au Pérou, c'est la même situation. Au Népal, c'est la même. Au Népal, les jeunes ont pris également leur situation en main à cause des coupures d'électricité, de l'eau, etc. Et c'est tout comme aussi au Togo où régulièrement il y a coupure d'électricité et comme cela ne suffisait pas, les prix d'électricité ont flambé. Bon, or, au Togo, les rues ne sont pas faites. Il y a bien sûr des rues, mais les rues ont été négligées par le régime, etc. Il y a tant de problèmes au Togo. Et en Côte d'Ivoire, il y a des élections qui seront menées dans quelques jours. Et là aussi, l'opposition et le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, a essayé d'écarter certains candidats de pointe. Et depuis avant-hier, ça bouge beaucoup en Côte d'Ivoire. Les jeunes, qui soutiennent Monsieur Gbagbo et les autres sont sortis dans les rues, ils ont bloqué les rues, ils ont barricadé les rues et actuellement, en Côte d'Ivoire, la situation est tendue. Voilà. Alors, tel que je le dis, que révèle la situation actuelle à Madagascar sur la communication politique et les jeux de pouvoir dans le pays? C'est ma première question. On va commencer alors par Madagascar. Madagascar, ce qui s'est passé entre-temps, c'est quelque chose de très formidable et c'est aussi révélateur de plusieurs choses. Tout dépend surtout du prisme par lequel on regarde cette actualité-là. On se rend bien compte rapidement que le peuple a joué exactement à la même stratégie qui est généralement appliquée par les dictateurs. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé la narration. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué dans mes vidéos en disant que un peuple qui décide de partir en guerre contre le système, il doit contrôler la narration. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est justement dans l'information. Madagascar, ce qu'ils ont fait, en tout cas la génération Z, ce qu'ils ont fait et qui a été justement très très formidable, c'est qu'ils se sont rassemblés sur des plateformes complètement décentralisées, notamment Signal, Telegram, Discord, etc. Et ils ont pu cadrer un mouvement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent à faire, donc, parce que ça permet au peuple de parler au peuple uniquement, sans intermédiaire et du coup sans censure. Ça, c'est une stratégie qui est appliquée par tout dictateur. Un dictateur doit savoir contrôler la narration, contrôler l'information. Et le peuple l'a compris. Donc, une fois que le peuple comprend ça, il décide aussi d'appliquer la même stratégie que le dictateur. Deuxième point important, c'est que, toujours dans le cadre stratégique, le peuple s'unit. On a les Malgaches qui, contrairement à ce que les médias nous montrent,
ne sont pas spécialement unis. C'est-à-dire qu'il y avait à la base aussi des petits conflits internes entre les différentes ethnies, les différents clans, les nordistes, les sudistes, bref. Il y avait justement cette forme de désaccord à la base, mais ils ont réussi à s'unir pour un combat commun. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans un gouvernement. Il faut savoir que le gouvernement, c'est vraiment un bain de requins. Chacun veut manger l'autre. Mais lorsque le gouvernement est attaqué, ils arrivent à mettre leurs conflits de côté pour s'unir afin d'affronter le peuple. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette révolte malgache, c'est que j'ai apprécié le fait qu'ils aient réussi à comprendre comment fonctionne leur dictature et à retourner les mêmes stratégies contre le dictateur. Et puisque le peuple est toujours le plus fort, ils ont gagné. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être souligné. Et l'autre point, l'autre point qu'il faut identifier, c'est que le président sortant, Rajoelina, a gardé pour lui les mêmes stratégies que d'habitude, pensant que ça allait toujours fonctionner. Mais à partir du moment où le peuple décide de se lancer dans une guerre et que le peuple comprend déjà vos stratégies, vous avez perdu le combat. Ce qui affaiblit beaucoup de peuples d'Afrique noire, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout les stratégies politiques. Ils vont à la guerre, enfin, vous voulez affronter un sorcier, mais vous ne connaissez pas ses stratégies. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Alors que lorsque vous arrivez à comprendre que sa force se trouve dans une canne magique, enfin, j'en sais rien, il vous est plus facile un peu de savoir où viser, où frapper et quand frapper. Donc, les Malgaches ont dû faire déjà cette première éducation. Et ça, je vais beaucoup en parler lors de ce live, et j'en parle beaucoup aussi dans mes vidéos, c'est l'éducation du peuple. Donc, pour synthétiser mon discours, sur la situation de Madagascar, on comprend que le gouvernement, un président de la République, se doit d'appliquer des stratégies pour soumettre son peuple. Mais la meilleure façon de combattre quelqu'un qui fait ça, c'est en retournant contre lui exactement ce qu'il utilise pour soumettre le peuple. Et c'est ce que les Malgaches ont fait. Ils sont souvent unis et ils ont combattu le feu par le feu. Ça, c'est quelque chose justement de formidable. Pour passer au Cameroun, alors là, je vais vous dire quelque chose de très choquant, et je sais pas si c'est une bonne idée de le dire, mais il faut savoir que moi, je ne crois pas en la démocratie comme on nous la présente. Je n'y crois pas, et ce n'est même pas une question de croyance, c'est pas une question de croyance, c'est factuel. C'est-à-dire que vous doutez bien que lorsque on baigne dans le domaine qui est le mien, forcément, on est assez proche de certaines institutions et donc assez proche aussi de l'univers politique. Et moi, j'ai eu l'occasion à Paris de rencontrer certaines personnes qui, on va dire, contrôlent les coulisses des pays, que ce soit des pays européens ou même des pays africains. Et j'ai pris connaissance que tout ce qui nous est présenté à la télé ou sur les réseaux sociaux, tout ce qui nous est présenté comme étant des actes spontanés sont déjà des choses qui sont planifiées en coulisses, en back-end, avant d'être présentées au peuple. C'est-à-dire que on sait déjà qui va tomber et qui va le remplacer. En fait, ça peut paraître complotiste quand on n'a pas vu ces choses, quand on n'y croit pas, mais je vous assure que je vous donne même la source exacte. J'ai discuté avec des francs-maçons qui sont dans la Grande Loge nationale de France, donc à Paris, et c'est terrible, c'est terrible. Donc pour moi, Paul Biya, il va pas tomber, c'est impossible. C'est impossible parce que déjà, c'est un très haut gradé. Okay, donc en fait, les alliances, elles sont nombreuses, elles sont financières, elles sont politiques. Il va pas tomber malgré son âge très avancé. Impossible. Ça, franchement, je suis prêt à faire un pari de loto là-dessus. C'est impossible que Paul Biya quitte le pouvoir de son vivant. Lui, c'est la mort. Et qu'il le veuille ou non, de toute façon, il a d'abord les adhésions de tout le monde. Il sert bien les intérêts du cercle et aussi des Occidentaux en parallèle. Je ne vois aucun élément qui pourrait faire en sorte que Paul Biya parte de là. Je ne vois aucun élément. Et ça, l'histoire nous donnera raison de toute façon. On est là, on attend, on verra, mais je ne pense pas. Dans ce cas, je crois, on en arrivera là, mais si le peuple, si la jeunesse se met debout pour manifester, est-ce qu'il ne va pas partir? Oh, dans ces conditions, effectivement, on peut être poussé à changer de visage. C'est-à-dire que on va se dire, ok, le peuple ne veut plus de tel président, on va le dégager, mais par contre, le système, lui, restera inchangé. On va simplement changer de pantin. Et c'est un peu ce qui est potentiellement, alors on le dit sans preuve, mais c'est un peu ce qui est potentiellement en train de se passer à Madagascar en ce moment.
c'est que le nouveau président ne semble pas vouloir réellement servir les intérêts de la génération Z, mais il semble vouloir poursuivre le travail de celui qui était là en amont. Donc, je vois en commentaire quelqu'un qui dit, le peuple a toujours le dernier mot. Ça mérite tout un débat. Et je vous assure que c'est rarement le cas, que le peuple a toujours le dernier mot. Moi, je crois beaucoup en la manipulation parce que je sais qu'en politique, il n'y a que ça. Mais c'est pas le sujet du live. Donc, on va pas tergiverser là-dessus. C'est ça. Tout à fait. Vous parlerez de, bon, pour le Népal, on sait déjà. Vous voulez faire une petite analyse sur la Côte d'Ivoire? Alors, sur la Côte d'Ivoire, je ferai pas du tout d'analyse là-dessus parce que la situation sur la Côte d'Ivoire, je ne la connais pas tant que ça. J'ai pas pris le temps réellement de me pencher là-dessus. Forcément, en me lançant sur TikTok et en faisant de la création de contenu, je suis obligé de regarder un peu partout et malheureusement, ça fait que fatalement, j'arrive pas forcément à creuser spécifiquement sur certains points. Donc, la Côte d'Ivoire, j'ai vu que le procureur essayait de censurer les gens sur les réseaux sociaux, qu'il y a un avis de recherche qui a été lancé, un peu comme au Togo d'ailleurs. Un peu comme au Togo, voilà. Ouais, exactement. Et en plus, ça s'est passé dans quasiment le même intervalle de temps. Et ça, c'est symbolique parce que ça en dit long quand même sur le ressenti du gouvernement. Ils comprennent bien que le peuple s'agite et donc par mesure préventive, puisque voilà, ils ressentent de la peur aussi, ils commencent à essayer de censurer, jusqu'à lancer un avis de recherche sur 4 personnes qui ont frontalement osé insulter le chef d'État. Donc, mais pour les élections, franchement, les gars, en Côte d'Ivoire, je pourrais pas vous dire grand-chose parce que j'ai pas pris le temps de creuser tout ça. Donc, on évolue. Comme on parlait du Cameroun, comment analyser l'impact des décisions politiques récentes sur l'opinion publique et la perception des dirigeants? Je crois que vous avez un peu abordé ça. Oui, mais je vais recreuser quand même. Alors, ce qui s'est passé au Cameroun, c'est révélateur de plusieurs choses. Pour moi, parce que moi, quand je regarde l'actualité africaine, je la regarde toujours dans un cadre où j'essaie d'apprendre des choses. Et ce qui s'est passé entre-temps au Cameroun, ça a été riche en informations. Déjà, on se rend compte que un peuple peut garder au pouvoir un homme simplement parce qu'ils sont habitués à l'avoir là. Je suis tombé sur des interviews de micro-trottoirs de gens au Cameroun qui disaient vouloir garder Paul Biya parce que, voilà, ils sont habitués, il a toujours été là, et c'est suffisant. Et surtout que le peuple a peur de l'incertitude. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement le Cameroun, ça concerne plein d'autres pays. On va se retrouver à avoir des populations qui ont peur de faire une transition parce qu'ils ne savent pas si le prochain sera pire ou exactement le même que celui qui est là en ce moment. Et malheureusement, on a vu au Cameroun aussi que la méfiance s'est beaucoup installée, que les divisions ethniques prennent le dessus sur ce que sont censés être normalement des élections. On a des gens qui disaient vouloir voter Paul Biya simplement parce que c'est quelqu'un qui est issu de leur ethnie. Donc, un vrai problème, encore une fois, africain. Ouais, la peur de l'inconnu, exactement. Mais on est encore divisé justement enfin, pas divisé, mais on est encore bloqué par ces débats autour de l'ethnie, autour de à qui devra appartenir le pouvoir. Et tout ça, si vous prenez le temps de regarder un peu mieux l'actualité camerounaise, vous allez bien comprendre que c'est le seul problème aujourd'hui qui mine les pays d'Afrique noire, que ce soit le Cameroun ou autre, c'est qu'on veut que le pouvoir appartienne aux gens du Nord, aux gens du Sud, aux gens du Centre, etc. Donc la division, c'est vraiment l'élément le plus significatif à souligner là-dedans. Le Cameroun est encore pire que le Togo. Je sais pas. Mais dans l'idolâtrie, oui, clairement. Je sais que le président togolais a des partisans, mais en termes de fanatisme, les partisans de Paul Biya sont à un autre niveau. Vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant. Ils ne sont pas capables de justifier leur amour, mais ils vont simplement vous dire qu'on l'aime et on veut qu'il soit là, parce que il a toujours été. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est que quelquefois, dans certains régimes, le président est soutenu parce que voilà, il fait du favoritisme. Mais au Cameroun, c'est pas trop ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement un argument pertinent qui pourrait justifier ce fanatisme-là, mais les gens l'aiment quand même. Merci Mani Congo. Alors, quelles leçons peut-on tirer de l'actualité au Togo concernant la mobilisation citoyenne et les stratégies gouvernementales? Les Togolais.
les Togolais, je suis tombé sur vous il y a quelques temps et franchement, avant de continuer, j'aimerais déjà vous partager mon admiration sur vous, sur qui Merci. vous êtes. J'admire beaucoup cette mobilisation. Il faut vous dire que moi, sur mon TikTok, à chaque fois que je scrolle, c'est que ça, hein. C'est des vidéos du Togo, des lives de Togolais, etc. C'est incroyable. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que pour moi, le Togo, c'est un pays le peuple togolais, c'est un peuple qui se réveille et qui est même déjà réveillé depuis, qui commence à batailler. Bien qu'il y a encore des lacunes, et je prendrai un peu plus tard le temps de donner mon avis sur certains failles de ce mouvement révolutionnaire, mais c'est un peuple qui mérite admiration parce que il a une volonté claire, donc que le, que le changement arrive, et vous essayez tant bien que mal de vous y mettre. Et ça, y a rien à dire. Il y a rien à dire, c'est quelque chose juste d'incroyable et d'appréciable. Alors, vous appréciez donc le travail du mouvement 66, C'est ça. M66, des jeunes blogueurs, enfin, des jeunes qui étaient blogueurs, mais qui se sont regroupés dans un mouvement appelé M66. J'apprécie ce travail-là, mais pas seulement de ce mouvement, puisque derrière, on a aussi des gens qui soutiennent la révolte sans forcément spécialement appartenir à ce mouvement, mais c'est juste, enfin, des activistes. Je ne sais pas si ce sont des activistes indépendants, mais je suis déjà tombé sur des gens qui n'avaient pas forcément l'air d'appartenir à ce mouvement, mais qui défendaient quand même aussi les mêmes intérêts que le mouvement. Mais en soi, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, et je trouve également beau que ce soit un mouvement constitué de personnes venues de tout horizon, des personnes qui à la base n'étaient pas forcément appelées à baigner dans une quelconque forme de révolte, des gens qui n'ont pas spécialement des assises en politique, mais qui ont décidé simplement de se battre pour leur pays, et donc ça c'est admirable encore une fois. Et que dites-vous de Faure Gnassingbé qui déjà a fait 20 ans au pouvoir, il ne veut pas s'en aller, il a changé la constitution et il a fait basculer le Togo dans un régime semi-présidentiel euh, sur le régime parlementaire. Et donc c'est une façon de jouer le peuple pour s'éterniser au pouvoir. Donc, à côté de lui, et comme nous parlons de Paul Biya fait 43 ans au pouvoir. Il est vieux, il ne veut pas partir. Et il y a au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso qui est là depuis des années. Et puis, en Côte d'Ivoire, au lieu de quitter le trône présidentiel, après avoir fait un bon travail en Côte d'Ivoire, il pense qu'il n'y a personne plus performant que lui. Bon, alors, il veut rester là-bas. Donc, on a l'impression que lui aussi, il veut s'éterniser au pouvoir. Bon, à côté de ces dinosaures, Faure est très jeune. Quelle appréciation faites-vous de celui-là qui, très jeune, Alors, moi, et après que son papa ait fait 38 ans à la tête du Togo, lui, il fait déjà 20 ans, il veut mais s'éterniser au pouvoir. en toute honnêteté, moi, j'ai une question à vous poser. C'est, vous attendez à quoi exactement de sa part? Est-ce que cela vous semble réaliste qu'un matin, Fort prenne le micro et vous dire, écoutez, je m'en vais? C'est possible dans certains pays, il y a certains C'est chefs possible. d'État, quand Oui, ça ne oui, va oui, pas, mais ici, ils on sont, parle exactement vous de m'avez Fort. posé la question, je réponds. Donc, pourquoi pas, si le peuple ne veut plus de toi, tu peux un jour dire, ben, cher peuple, faire un discours, cher peuple, j'ai failli et je vous demande pardon. Alors, pour que le pays aille bien et qu'il connaisse l'épanouissement, alors, je démissionne. Bon, c'est faisable. C'est faisable, effectivement. C'est Mais faisable. C'est dans bien faisable. des cas, Ou alors, il trouve un autre canevas et pour une élection anticipée et il s'en va vraiment honoré. Mais il ne veut pas saisir cette occasion. Bon, donc voilà. alors, ici, encore une fois, on parle de politique. Et en politique, tout n'est que stratégie et tout n'est que intérêt.
Le président Faure partira le jour où cette stratégie de départ sera pertinente pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas le feu. Le peuple râle, oui, mais il n'y a pas le feu. Quand je parle du feu, je vous parle de ce qui s'est passé à Madagascar, qui a poussé le président à fuir son propre pays. C'est ça le feu, en fait. Il faut donner une raison réelle et urgente à un président pour qu'il s'éjecte de là. Il faut savoir que le cas du président togolais, il est un peu différent parce qu'ici, on est sur une dictature héréditaire. Le pouvoir, dans ce sens, n'est pas simplement un trône qu'on prend et que est un peu comme si votre papa vous laissait un objet précieux. Vous allez essayer de le garder du mieux que vous pouvez. Il faut savoir que le petit monsieur est né et il a été éduqué. Ouais. Pourquoi vous parlez de l'héritage? Il est bien vrai que Faure lui-même a dit que mon papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Mais le Togo n'est pas leur propriété. Et leur propriété. Le premier président, le premier président togolais élu démocratiquement que son père a essayé, a aidé à assassiner, Sylvanus Olympio, il est resté là et puis après, il est décédé. Bon, comment Faure peut considérer que toute une nation, tout un peuple, un pays appartenant à tous les Togolais, ça devient une propriété, ça devient un héritage? Alors, déjà, il faudrait qu'on pose les bases. Lorsque je parle de politique, de dictature, je ne parle jamais avec des sentiments. Ici, le Togo, c'est votre pays, et donc vous abordez le sujet avec une certaine forme d'amour pour la nation. Et vous êtes choqué de ce qui se passe. Oui, et ça, c'est légitime. Seulement, moi, je vous explique, en fait, la vision d'un dictateur. Et le souci du peuple, pour lui, franchement, si c'est quelque chose qui l'intéressait, il y a longtemps que ça se saurait. Faut un président, un dictateur est par défaut égoïste. Donc la souffrance du peuple, c'est le cadet de ses soucis, premièrement. Ça, il faudrait déjà que ce soit clair dans votre tête. Ce ne sont pas les larmes qui feront fondre son cœur pour qu'il puisse faire une quelconque forme de transition. Je vous dis ceci. Ce monsieur est programmé. Dès l'enfance, il a été éduqué en partant du principe que tout le pays lui reviendrait. Aujourd'hui, être à la tête de ce pays, c'est faire honneur à celui qui l'a précédé. C'est faire honneur à l'héritage qu'il a reçu. Il n'a pas d'intérêt à tout abandonner, à moins qu'il y ait le feu. Et donc, la vraie bataille, ce n'est pas de crier justement au paradoxe, de se dire, ben, en fait, on souffre, pourquoi est-ce qu'il comprend pas nos souffrances? Il s'en fout. Excusez-moi du terme, mais en fait, il est là pour ses intérêts à lui. Et vous aussi, en tant que peuple, vous devez vous battre pour vos intérêts à vous. C'est ça la politique, en fait. C'est un milieu où tout le monde doit être égoïste. Chacun doit penser à ses intérêts. Le peuple doit se battre pour défendre ses intérêts et le dictateur se battra pour défendre ses intérêts. J'aimerais bien voir ça. Moi, en tout cas, j'ai pas encore vu un dictateur qui va se lever. Vous ne pensez pas que c'était pareil dans l'ancien Congo, comment ils appellent ça? Belge. Pardon? Le Congo belge. Le Congo belge. L'actuelle RDC, République démocratique du Congo, où Mobutu a régné pendant tant d'années. Il se croyait tout. C'est un maréchal. Il se croyait puissant et puis il avait des enfants qui pouvaient le remplacer. Mais le peuple, surtout par la rébellion de l'autre, comment il s'appelle encore, mais non, pas Lumumba. Celui qui a chassé le Mobutu. Kabila, oui. Kabila. Joseph. Ouais. Donc, sous la pression du peuple, des jeunes et de la rébellion menée par Kabila, il est parti. Pourquoi ça ne peut pas arriver au Togo? C'est pour ça que je vous ai dit une chose. Le dictateur est égoïste. Il se bat pour ses intérêts. Et le peuple doit faire la même chose. Ça veut dire que si, en tant que peuple, vous arrivez à vous mobiliser et à le faire partir, il partira. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait le feu. C'est le feu qu'il y a eu à Madagascar qui a poussé le président à fuir. Je ne vous dis pas que même si le peuple se rebellait, que tout était en place, Faure ne partira jamais. Si le peuple se révèle être beaucoup plus fort que lui, il partira. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il fasse un bilan, une espèce d'introspection en vous disant « Ah bah tiens, ça fait 20 ans que je suis là,
je pense qu'il est temps que je parte. Non, il lui faut du feu, sinon il lâchera jamais. C'est un héritage pour lui. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, oui, le Togo ne lui appartient pas, mais c'est comme ça qu'on doit concevoir les choses. Quand on est dictateur, on ne pense pas aux autres, on pense à soi et à ses intérêts. Et donc c'est de l'égoïsme pur, et je vous assure que jamais il ne partira si aucune raison ne lui est présentée. Il doit être menacé en fait. Il faut qu'il y ait du feu. Alors, Mani Congo, comment l'actualité au Pérou et au Népal illustre-t-elle des principes universels de manipulation politique et de communication du pouvoir? Alors, un principe universel déjà, c'est toujours de garder en tête que un peuple peut et doit impérativement être soumis. Sauf que dans la soumission, il y a toujours une ligne rouge. C'est-à-dire que la soumission, la manipulation ou quoi que ce soit dans le genre, il y a toujours une limite. C'est-à-dire que on va essayer de faire des tests sur le peuple. On va lui interdire certaines choses et voir comment il réagit. On va faire des détournements de fonds et voir comment le peuple réagit, ainsi de suite. On va tester la limite du peuple. Et lorsqu'on atteint cette fameuse ligne rouge qui n'est malheureusement pas anticipable par le gouvernement, lorsqu'on l'atteint, on se rend bien compte que à ce moment-là, tout bascule. Peu importe la solidité du système qu'on a mis en place, lorsque la ligne rouge est franchie, on tombe. Et vous voyez que au Népal, il a fallu pas grand-chose. En gros, il y a eu des années d'abus de pouvoir, de favoritisme, de corruption, etc. Et ça n'a pas eu de conséquences réelles. Mais lorsque le gouvernement a décidé de s'attaquer aux jeux, notamment à la communication sur les réseaux sociaux, là, on a atteint cette ligne rouge. Malheureusement, lorsqu'elle est touchée, il est impossible de rebrousser chemin. Parce que la colère, elle est déclenchée, le feu est lancé, et c'est impossible de rattraper ça. Et donc, pareil à Madagascar. Et ça, c'est très pertinent parce qu'il faut savoir que le président, avant de fuir le pays, une fois qu'il a compris sa bêtise, une fois qu'il a compris qu'il avait atteint la ligne, il a essayé de corriger la chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est impossible de corriger. Il a essayé. Il a fait une annonce où il disait au peuple, laissez-moi encore un an. Un an, pour que je rattrape toutes ces imperfections que vous avez énoncées. Mais c'était déjà trop tard. Il a toujours promis comme ça, il n'a jamais. Oui, enfin, après, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que il existe toujours une ligne. On dit que les Togolais, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais sont extrêmement dociles. Je pense que chaque peuple et chaque homme individuellement a toujours cette espèce de limite qui fera en sorte que la notion même de mort devient, comment dire, concevable et les réseaux sociaux et qu'ils connaissent du coup comment diffuser très rapidement l'information. Et c'est ça qui fait en fait la force. C'est ça aussi que nos les vieux, je sais pas comment le dire poliment, mais en fait c'est ça que les gens de votre génération vous n'avez pas eu. C'est que il était trop facile de vous censurer à partir du moment où on coupait une radio, qu'on censurait une chaîne de télévision, etc. C'était fini. Et vous n'aviez pas encore cette possibilité-là de pouvoir diffuser instantanément une information de façon indépendante. Aujourd'hui, les générations Z ont ce luxe, cet élément de pouvoir qui permet justement de pouvoir donc se déployer très très rapidement. Donc la génération Z, mais pas une génération Z particulière, que ce soit malgache ou quoi que ce soit, mais la génération Z dans son ensemble, pour moi, c'est vraiment le mouvement à regarder de très très près et surtout à essayer de copier. Tous les pays d'Afrique ont en leur sein des jeunes. Tout à fait. Mais ces générations Z ne s'activeront pas au même moment. Parce que ça devient aussi un sujet qui revient en boucle. Les Togolais essayent de se demander pourquoi leur génération Z à eux rêvasse encore, pourquoi. Il faut un déclencheur. Je vous ai dit, il y a toujours une ligne rouge qui, une fois qu'elle est franchie, le peuple se soulève. Ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur des arrestations potentielles. Ils n'ont plus peur des intimidations. Ils vont en guerre. Et lorsque le peuple devient déterminé en ce sens, la révolution aboutit. Justement, comme vous le dites, il faut un élément déclencheur pour soulever le peuple. Si nous prenons l'exemple de la Tunisie, où un jeune qui vendait des fruits s'est immolé, ce n'était pas la Gen Z, hein? C'était pas la Gen Z. Il a fallu un jeune homme tout seul
hein, dépassé par les événements, il n'arrive pas à vendre ses fruits et ses légumes. Bon, dit ben, ça ne sert à rien de vivre encore. Il s'est immolé et en un rien de temps, ça a fait soulever le peuple. Mais aujourd'hui, nous parlons de génération, de Gen Z. C'est bien, nous voulons que ça se propage, la Gen Z se propage dans les pays où il y a des dictateurs, comme au Togo. Bon. Alors, dans les commentaires, il y a des gens qui veulent comprendre un peu ce que peut potentiellement être cette ligne rouge. Je vous avoue que même moi, je ne la connais pas. Dans bien des pays d'Afrique, on a déjà tout vu. C'est-à-dire qu'on a déjà tout vu qui pourrait pousser un peuple à se révolter. Et j'attends encore de voir quel pourrait être cet élément, parce que les abus de pouvoir, on les a vus, les hôpitaux délabrés, on les a vus, les routes catastrophiques, les coupures d'électricité, les coupures d'eau. En fait, il y a de tout. Il y a déjà de tout. Les dictateurs africains ont donné au peuple toutes les raisons de se rebeller. Malheureusement, on assiste toujours à cette patience qui se fonde sur un élément que je ne comprends pas. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté, parce que je plonge maintenant dans la psychologie et j'essaye de comprendre les différents raisonnements des Africains, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. On a des populations qui attendent quelque chose, mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Donc, ils ne peuvent même pas dire où se trouve la ligne rouge, puisque tout ce qui leur paraissait inconcevable, inacceptable, ils l'ont déjà subi et ils l'ont accepté. Donc, c'est un peu ça le problème qu'on a en ce moment, ce qui fait que je me demande bien si une immolation suffira aujourd'hui à déclencher une révolte dans un pays d'Afrique noire. Je précise bien. Ah oui, je considère il y a eu tant d'événements qui se sont passés qui auraient pu faire soulever le peuple, ben rien ne s'est passé. Effectivement. Et moi, je considère que les pays d'Afrique du Nord ont une autre façon de réfléchir. Par contre, les pays d'Afrique noire, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, nous sommes assez dociles à ce niveau. C'est-à-dire que on a tout vu. Et pour l'instant, on attend encore un déclencheur, alors que tout a déjà été donné. Donc, Merci Mani Congo. Bon, on tombe sur le deuxième thème, éducation politique et implication citoyenne. Bien, ma première question dans ce thème, c'est, selon vous, pourquoi beaucoup de jeunes Africains ne comprennent pas ou ne s'impliquent pas pleinement dans les enjeux politiques de leur pays? C'est tout comme on venait de dire. Mais après, ça, c'est aussi une question d'éducation. Là, je vais parler personnellement. Moi, j'ai grandi dans une famille, j'ai grandi avec des parents qui m'ont constamment répété une chose. Ne t'intéresse pas à la politique et ne t'en mêle pas. Et en fait... Mais aujourd'hui, vous faites des lives tels que nous le faisons. Vous Effectivement. Donc, je suis un mauvais garçon en ce sens. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que malheureusement, si on assiste à un désintérêt de la jeunesse, c'est parce que certains jeunes sont restés focalisés encore sur ce principe-là qui leur a été enseigné par leurs parents, de ne pas s'intéresser à la politique, de ne pas en parler. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, tais-toi, les murs ont des oreilles, tu pourrais être écouté, ne remets rien en question, vis ta vie, ignore le gouvernement, laisse-leur faire ce qu'ils veulent, et toi, essaye de te débrouiller à ta manière. Et donc forcément, en grandissant avec de telles règles, on finit justement par être complètement détaché. Ce qui est fondamentalement paradoxal, puisque la politique nous concerne tous. Que je décide d'entreprendre ou simplement de chercher un petit boulot, je serai toujours régi par les lois politiques. Et mine de rien, si tu ne te soucies pas de la politique se souciera quand même de toi. Donc, ça, c'est un premier problème pour moi, c'est l'éducation qu'on a donnée à ces jeunes-là. Je ne vais pas généraliser, hein. Vraiment, je parle de moi et je sais que ce que je dis, certaines personnes se sentent aussi concernées puisque, dans l'ensemble, on a généralement écouté cette même règle. Et peut-être même que vous-même, je disais que peut-être même que vous-même, Monsieur Ali, à vos enfants, vous interdisez justement toute implication dans le monde politique.
Donc on assiste encore à ce principe-là des parents qui vont interdire à leurs enfants de baigner là-dedans parce que c'est trop risqué, etc., etc. Donc on ne peut plus s'étonner qu'une grande partie de la jeunesse se détache de la chose. Et deuxièmement, il y a un manque aussi d'éducation. Pour revenir au domaine dont je parlais au tout début, au domaine de la communication politique, il faut savoir que c'est un domaine qui est très très méconnu en Afrique, presque inexistant. Je ne suis pas sûr que je sais pas si au Togo par exemple il y a des facultés où on peut apprendre la communication politique. Je ne sais pas, mais Moi-même je l'ignore. Hein. voilà. Mais dites-vous bien que au Canada, Je pense bien qu'à l'université il y a enfin un domaine pour la communication. Ouais. La communication, oui, et peut-être les sciences politiques, oui, mais ici je vous parle de la communication politique. Il y en a, Ok. il y en a. Mais dites-vous bien que au Canada, par exemple, on apprend vous avez un baccalauréat en communication politique. C'est-à-dire que vous allez donc avoir un jeune lycéen au Canada qui, dès le lycée, apprend toutes les règles qui régissent les stratégies d'influence, de manipulation de masse dans l'univers politique. Donc c'est quelqu'un qui, à peine sorti de son bac, a déjà une vision beaucoup plus développée qu'un vieil Africain. Et donc, encore une fois, on a un problème lié à l'éducation par rapport à ce point-là. Les jeunes ne sont pas éduqués par la société dans l'ensemble et ils ne sont pas aussi éduqués par leurs parents de sorte à s'intéresser à la politique. Pour moi, ce détachement auquel on assiste, c'est normal. C'est vraiment normal. Il y a quand même au milieu de tout ça quelques rebelles, comme moi, des mauvais garçons, qui n'écoutent pas trop leurs parents et qui vont s'entêter à essayer de faire les choses. Bien, la question suivante que je vous poserai, quels sont les dangers d'une population désinformée ou peu éduquée politiquement? Ils subissent la dictature. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est que je vais vous donner un autre exemple. Encore, je vais parler de sorcellerie. C'est-à-dire que sorcellerie. Oui, je vais parler de sorcellerie. Sorcellerie en politique ou quoi? Non, je parle de sorcellerie dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ok. Lorsque vous comprenez la sorcellerie, lorsque vous êtes dans ça et que vous comprenez ces principes, il vous est facile de contrecarrer un sort. C'est-à-dire que si un autre sorcier essaie de vous attaquer, puisque vous comprenez cet univers-là, vous savez comment riposter. Et donc, pareil, dans un système de dictature, lorsque le peuple comprend les stratégies d'influence, etc., et qu'il voit ces stratégies se déployer autour de lui, il sait comment riposter. Malheureusement, nos peuples n'ont pas cette connaissance-là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, on a encore des peuples qui vont penser que les divisions ethniques sont le fruit d'un simple hasard, que le favoritisme n'obéit pas à une loi stratégique. Mais tout, même, vous savez, même les espèces de corruption qui finissent par être connues de tous. Ça aussi, ça peut entrer dans un cadre stratégique parce qu'on va essayer, un gouvernement se doit toujours de savoir où se trouve la ligne rouge. Donc, il y a des bavures qui vont je vais donner un exemple concret. Récemment, en Afrique centrale, au Gabon, on a le neveu du président congolais qui s'est marié à Dubaï. Okay. Un mariage qui aurait pu rester secret. Mais ce mariage va être diffusé sur les réseaux sociaux. Il l'ont fait à Dubaï, c'est des gros montants, des grosses sommes, des hôtels incroyables, bref, des milliards qui ont été dépensés. Mais pourquoi ne pas garder ça secret? Parce que l'objectif, encore une fois, c'est toujours d'exposer certaines vérités afin de voir comment le peuple réagit. Il faut essayer de comprendre systématiquement où se trouve la ligne rouge. Je ne vais pas cesser de vous le répéter. Il faut tester. En fait, c'est comme quand vous mentez à quelqu'un, que vous avez l'habitude de mentir, vous savez qu'il y aura toujours un mensonge qui sera trop gros. Une chose qui passera pas. Et il faut que vous sachiez l'identifier pour ne pas en arriver là. Et donc, un gouvernement doit toujours essayer de voir où ne pas mettre les pieds. Donc, un peuple qui n'est pas éduqué politiquement, pour moi, c'est un peuple qui, naturellement, mais vraiment naturellement, et d'ailleurs sans effort, subira en toute logique la dictature. Merci, Mani Congo. Comment un citoyen peut-il développer un regard critique face aux stratégies d'influence et à la propagande politique? En s'éduquant.
Encore une fois, réponse assez simple, c'est de l'éducation. Il faut essayer de comprendre ces stratégies-là, mais aussi il faut essayer de comprendre l'histoire. C'est, c'est quelque chose qui fait aujourd'hui ma force, ma petite force, parce que voilà, j'ai pas encore atteint le niveau que je veux atteindre, mais au point où j'en suis, l'élément, ah, bon, il faut s'éduquer, essayer de comprendre ces différentes stratégies-là, mais il faut également connaître l'histoire. Ça aide aussi à mieux comprendre les stratégies parce que vous allez pouvoir reconnaître des boucles, des schémas qui se répètent encore et encore. Par exemple, bien qu'on m'agresse par rapport à ça, mais moi je n'arrête pas de le dire que ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso, c'est exactement ce qui s'était passé en Libye à l'époque avec l'arrivée de Kadhafi. On a le même engouement de panafricanisme, Kadhafi quand il est arrivé, il a travaillé. On était toujours dans les mêmes schémas avant qu'il commence à avoir de la dérive. Et donc moi j'ai fait des lives avec les Burkinabés et ils me détestent d'ailleurs pour ça, où je suis venu dire certaines vérités en expliquant que, messieurs, ouvrez un peu les yeux, prenez en compte les éléments historiques. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes hommes et peut-être qu'on peut avoir des différences, mais gardez quand même en tête une certaine ouverture d'esprit et sachez vous méfier de tout ce qui se passe sur le continent, parce que la politique, malheureusement, c'est de la stratégie. De la même façon qu'un homme politique doit être stratège, moi je dis toujours qu'un peuple aussi doit être stratège. Et pour ça passe par l'éducation. Merci. Et quel conseil donneriez-vous aux activistes pour organiser des mouvements efficaces qui ne soient pas seulement émotionnels, mais stratégiques? Ah, l'émotion. Alors, le conseil, c'est qu'il faut intégrer des stratèges, du coup. Parce qu'un mouvement sans spécialiste en stratégie, ça sera un peu caduque, parce que vous allez avoir des journalistes qui vont intégrer le mouvement, des musiciens, enfin, je sais pas, des médecins, peu importe. Tout le monde est important. Mais il faut qu'il y ait au milieu de ça des gens qui s'y connaissent en stratégie. Pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un comme moi, par exemple, je vous assure, Monsieur Ali, on pourrait même parler de mon pays. C'est un pays dans lequel il y a tout ce que vous pouvez noter au Togo, c'est-à-dire de la corruption, du favoritisme, etc., des abus de pouvoir, des emprisonnements. Il y a tout. Il y a tout. On pourrait en parler pendant des heures. Jamais vous ne verrez émaner de moi une quelconque forme d'émotion. Je vous en parlerai avec tout le détachement du monde. Parce que j'ai été formé pour concevoir la politique comme un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, il n'y a pas de place à l'émotion. Le peuple, malheureusement, dans ces mouvements de révolte, est trop... Le dictateur agit de façon stratégique, et ceux qui doivent le combattre doivent agir de façon stratégique. Et malheureusement, certains activistes ne le comprennent pas encore assez bien. Et ils vont essayer d'aller combattre avec toutes les émotions du monde. Mais quand vous vous lancez dans une révolte, vous allez à la guerre. Le président, pour se défendre, il va user de la stratégie. Et il va faire des choses qui vont vous choquer. Et vous, à l'inverse, vous devez également user de la stratégie pour faire des choses qui vont le choquer. Faire recours à l'armée, c'est tout, non? Le président. Pas spécialement, mais des fois, c'est des emprisonnements. Il va prendre un activiste, il va le mettre en prison. Ou alors, c'est là, par exemple, avec le cas de la dame, si j'ai bien suivi, il y a une dame qui s'appelle Grace. Grace Biconi. Voilà. Donc, il s'est passé des choses. Et ça a créé une certaine colère dans le cœur de beaucoup de personnes. Et les activistes ont pris leur caméra pour crier leur colère sur des lives. C'est bien, mais ce n'est pas stratégiquement pertinent. Parce que on ne répond pas à une attaque par un déballement d'émotions. C'est vrai que la chose peut être choquante. Et je suis désolé, peut-être que je vous donne l'impression de ne pas être sensible à cette chose-là. Mais je suis sensible. Simplement, je donne priorité à la stratégie et l'émotion, ça se passe en coulisses. Moi, je le dis à une activiste togolaise avec qui je discute souvent, c'est que je lui dis que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de bouder, mais ça, tu le fais hors caméra. Parce que lorsque vous faites des lives et que vous parlez au peuple, dites-vous bien que dans vos lives, il n'y a pas que les gens du peuple. Il y a aussi des gens qui ont été envoyés par le gouvernement qui sont là pour vous analyser. Oui, tout à fait. Et donc, vous devez toujours montrer que vous êtes fort, que vous n'avez pas été touché, même si ça vous touche effectivement, mais ce qui se passe sur le champ de bataille ne doit être que stratégique.
un soldat qui va faire la guerre, sur le terrain, il doit être stratégique. Il peut rentrer chez lui et commencer à pleurer pour regretter, par exemple, tout ce qu'il aura fait, toutes les vies qu'il a ôtées. Ça, c'est bien. Ok, voilà. Mais tu fais ça après. Sur le champ de bataille, c'est la stratégie purement. Donc, lorsque vous vous lancez en guerre, bah, vous êtes stratège. Donc, pour que tout mouvement aille mieux, il faut intégrer des stratèges, des gens qui ne sont pas du tout dans l'émotion, des gens qui sont capables, quoi qu'il arrive, d'élaborer des stratégies sans jamais se laisser englober par la panique, par la détresse, par la peur ou par, je sais pas, toute autre émotion. Voilà. Merci beaucoup. Peut-on réconcilier la nécessité de la révolte avec la prudence stratégique dans des contextes où le pouvoir est autoritaire et violent? J'ai des collègues qui vous diront oui. Moi, je suis plutôt pour le non. Je suis pour le non simplement parce que je ne pense pas qu'un peuple qui part en guerre doit encore s'assurer à ce que sa révolte n'ait pas de répercussions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller sur un champ de bataille et vous soucier de ne jamais vous faire arrêter, de ne jamais vous faire tirer dessus. En fait, ça n'a aucun sens. Un peuple qui décide de se confronter avec le système doit être conscient des risques qu'il va encourir et il doit être capable de les accepter. On peut pas se dire, je vais marcher, mais comme si je marche sur des œufs et je vais faire ma bataille comme ça. Non, non, non. C'est que soit tu y vas et tu te bats, soit tu n'y vas pas et tu laisses tomber. Donc, est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Non. Pour moi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça ne devrait même pas être vu comme ça parce que si je sais que vous vous battez avec prudence, je vais essayer d'identifier le point qui alimente cette prudence-là. Je vais en fait essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a peur de se donner à fond. Est-ce qu'il a peur parce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a peur parce qu'il veut pas aller en prison? Et une fois que j'aurai identifié l'élément qui te pousse à m'affronter avec prudence, c'est là que je vais mettre le doigt pour te calmer. Par contre, comme on le dit, il n'y a pas un homme plus dangereux que celui qui n'a plus rien à perdre. Parce que cet homme n'a pas d'élément de prudence. Il vient s'acharner sur moi et je sais qu'il n'y a aucun argument, il n'y a aucun endroit où je pourrais le toucher pour qu'il arrête s'il n'a pas fini sa mission sur ma personne. Donc voilà. Merci Mani Congo. Voilà, on a parlé des dictateurs. Mon troisième avant-dernier thème que nous allons aborder maintenant, les dictateurs et la gouvernance. La première question ici, c'est pourquoi étudier les dictateurs peut-il nous aider à comprendre les mécanismes du pouvoir et de la communication politique? Alors, ça, je l'ai dit, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Parce que j'ai donné un parallèle avec la. Tourner la tête, donc il faut. Oh, ils font leur travail, ils font leur travail. Pour moi, c'est un ring, en fait. Il faut le voir comme ça. Oui, c'est un travail de sorcier, oui, c'est un travail cruel, oui, ils sont méchants, oui, etc., etc. Mais, je vous ai dit, l'émotion n'a pas sa place là-dedans. Parce que eux, ils ne sont pas émotifs. Non. Si il faut éradiquer la moitié de la population pour garder le pouvoir, je vous assure qu'ils n'hésiteront pas deux fois. Ils ne sont pas dans l'émotion. Et vous ne devez pas être dans l'émotion. Je suis un stratège. Tu viens m'affronter. Je vois que tu es quelqu'un qui s'énerve facilement, qui pleure pour un rien. Mais c'est tellement facile de te faire tomber. C'est trop facile. Un peuple qui s'apitoie n'est pas un peuple qui atteindra la victoire. Vous voyez un peu les Népalais, les Malgaches, mais attendez, ils étaient prêts à en découdre. Pas de place à l'émotion, si ce n'est que la colère, qui a justement alimenté le combat. Plus d'une douzaine de morts. Vous voyez. Donc, est-ce que ces morts ont attristé le mouvement de sorte à ce que tout le monde se dise, ben non, on en a trop vu, on rentre à la maison? Non. Plutôt ça les a motivés. Justement, parce qu'on n'a pas le temps. C'est comme quand on va, encore une fois, sur un champ de bataille. Il faut que les gens comprennent que la révolte, c'est la guerre. Et quand on va à la guerre, il y a des soldats qui vont y rester. Mais cela ne doit pas vous ralentir dans cette vision
que l'objectif, c'est la réussite. Et justement, le simple fait qu'il y ait eu des personnes qui ont perdu leur vie, c'est censé accentuer cette motivation en vous disant que nous devons tout faire pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. Et malheureusement, dans bien des peuples, un coup de fusil, une personne tombe et tout le monde rentre à la maison parce que, voilà, on n'en peut plus. On en a déjà trop vu, etc., etc. Donc c'est compliqué. Mais en fait, Monsieur Ali, moi je vais vous dire un truc, les divisions. Pour que jamais le peuple ne puisse former une coalition, et donc que jamais le peuple le renverse. Il faut que les peuples comprennent que, peu importe. Alors, chez moi, c'est pas en français, je vais essayer de faire la traduction rapidement en tête. Mais chez moi, on dit que lorsque la forêt prend feu, le lion et la biche peuvent dormir ensemble. Vous comprenez? C'est que lorsqu'il y a un problème, et si le lion pendant voilà, si la forêt prend feu, on peut faire une pause sur nos éléments de divergence et se dire, ok, là on a un problème commun, c'est le feu, et on va d'abord le gérer. Ensuite, on se fera la guerre. Et c'est pour ça que je vous disais à Madagascar, ils avaient aussi leurs propres éléments de divergence, mais ils ont fait une pause, ils se sont concentrés sur le président, et peut-être qu'ils vont revenir sur leur querelle ou finalement ça n'en vaut plus la peine. Mais il faudrait que certains pays d'Afrique noire parviennent aussi à mettre de côté les querelles ethniques ou religieuses ou même linguistiques, comme au Cameroun, on a par exemple des clans entre ceux qui sont anglophones ou francophones, c'est vraiment ridicule. Hein. Ça m'a choqué. Plus je creuse le Cameroun, plus je tombe des nues parce que je me dis c'est pas possible. Mais bon. Ce qu'au Togo et le régime n'a pas pu faire, c'est qu'il n'a pas pu diviser les ethnies, les différentes ethnies qui composent le peuple togolais. Ce qu'il a pu faire, c'est de fragiliser l'opposition et l'opposition s'est éclatée. Voilà. Donc, ça, c'est le père qui l'a fait ou c'est le fils? Enfin, au départ, c'était le père. Mais cela s'est accru avec le fils, Fort Gnassingbé. D'accord. Et étudier les dictateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu, j'ai donné l'exemple de la sorcellerie, c'est que lorsque vous comprenez les principes qui régissent la sorcellerie et les envoûtements, si jamais vous commencez à être victime de ces choses, vous pourrez facilement pouvoir déjà les identifier et surtout riposter de la meilleure des façons. Donc, celui qui a étudié comment se développent les mauvaises herbes, une fois qu'il les identifie sur son champ, il sait quoi faire pour régler le problème. C'est pareil, il faudrait que les Africains comprennent que tout ce qui se passe sur leur pays, enfin tout ce qui se passe sur leur continent, tout ce qui se passe dans leur pays, n'est que le résultat de différentes stratégies qu'ils doivent impérativement comprendre pour ensuite développer des stratégies pour les contrecarrer. Mais il n'existe pas de stratégie extrêmement importante différente et que ça fait que ce qui marche au Népal, ce qui marche à Madagascar, ce qui marche au Maroc ne marchera pas au Togo. Et j'expliquais à cette dame-là que je n'ai pas besoin de savoir ce qui justifie son raisonnement. Je ne connais pas l'histoire ancestrale des Togolais. J'ignore si vous étiez des anciens guerriers ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où un peuple réussit à être soumis par des stratégies qui sont généralistes, parce que les stratégies que le Togo subit aujourd'hui ne sont absolument pas de nouvelles stratégies spécialement créées pour le Togo, ce sont des choses universelles. À partir du moment où vous êtes victime de ça, c'est que vous êtes des gens normaux. Et donc, si on a réussi à vous soumettre via ces stratégies, vous pouvez utiliser aussi les stratégies des peuples qui ont réussi à se libérer pour vous en inspirer et régler aussi le problème que vous avez sur le dos. Donc, il faut connaître l'histoire. Il faut regarder les autres, comment ils ont réussi à faire, comment est-ce que d'autres peuples ont réussi à pousser l'armée à changer de camp, comment ils ont réussi à faire une trêve dans les divisions ethniques ou politiques. Bref, si vous vous plongez dans l'histoire, vous trouverez toujours des solutions aux différentes questions que vous vous posez. Et moi, c'est cette lecture de l'histoire qui me permet, la plupart du temps, de faire mes vidéos, puisque quand je regarde à gauche, que je regarde à droite, je vois des similitudes. Et quand je creuse un peu plus, je me rends compte que ces éléments de similitude sont en fait des principes qui permettent de combattre la dictature. Et je les explique encore et encore. Merci. Existe-t-il des modèles de dictateurs qui ont réussi à maintenir leur
pouvoir grâce à une communication particulièrement habile? Oui, oh, mais bien sûr, il en existe et je pourrais vous en citer plein comme ça, mais on va, Ouais. com- on va commencer par un seul que vous connaissez probablement tous, c'est la dictature de la Corée du Nord. Ça, eux, pour moi, c'est peut-être mon top 1, hein. C'est comme s'il faut faire un classement, parce que les Nord-Coréens ont réussi à mettre en pratique toute la théorie pour installer une dictature dans un pays et ils n'ont pas eu besoin de faire des adaptations, c'est-à-dire qu'ils ont pris les principes génériques, copiés, collés, et ça a fonctionné de fou furieux. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Corée du Nord qui est sous dictature depuis 3 générations maintenant. C'est plus un pays, c'est un royaume. Hmm. Et tout ça toujours avec une communication politique. En fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que la communication politique telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, ce n'est que un nom qui est beaucoup plus sexy. Mais en vérité, la communication politique, c'est de la propagande. Une propagande qui a été beaucoup développée par un ancien nazi qu'on appelait Joseph Goebbels, Ouais. qui était un très 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 bon spécialiste de la propagande. Et je pense que sans lui, le nazisme n'aurait peut-être pas pris autant d'ampleur. Sans lui, les Allemands n'auraient pas fait autant d'adhésion. Et en fait, Goebbels, il a poussé cette stratégie d'influence et de manipulation à un niveau tellement extrême que continuer à parler du domaine de la propagande, c'était un peu dérangeant pour les gens. Donc on a reformulé la chose en décidant de renommer le domaine communication politique. Mais sinon, c'est de la propagande. Dans le fond, c'est de la propagande. Hmm. Et en fait, cette propagande, elle est parfaitement utilisée en Corée du Nord. Très, 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 très bien. Très bien. Vraiment, je pense que vous n'avez même pas besoin de lire quoi que ce soit concernant les stratégies. Allez regarder la Corée du Nord, essayez de comprendre comment ils se sont installés et comment ils se maintiennent. Et là, vous aurez compris toutes les lois qui régissent justement ce domaine-là. Alors, quel parallèle peut-on faire entre les stratégies des dictateurs africains et celles des leaders autoritaires ailleurs dans le monde? Alors, le parallèle, c'est qu'on reste toujours sur des points de similitude qui sont la peur, la division, la manipulation, mais la dictature en Afrique devient dépassée. Par exemple, je vais vous parler de la France. La France qui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, est devenue ouvertement une forme de dictature, mais qui ne dit pas son nom. Et il faut savoir qu'en Europe, cette forme de dictature, elle est différente. Elle n'est pas brutale, mais elle s'attaque plus à la psychologie directement. On va avoir toujours les principes généraux, donc la division. Vous allez avoir en France, en Allemagne, en Suisse, on va créer des ennemis communs parce que ça c'est la base. Il faut créer un ennemi. Et l'ennemi en Europe, c'est l'étranger. On va parler d'immigration, etc. Les immigrés veulent nous remplacer, ils prennent notre boulot. Bref, on crée un ennemi au peuple. Et une fois qu'on est concentré là-dessus, bah, quelqu'un qui dit en Suisse, ah oui, bien sûr, en Suisse, j'y suis, hein, je te parle par expérience. Hein. Sauf qu'en Suisse, généralement, les immigrés, c'est des Français. Et les frontaliers, on n'aime pas trop les Français parce qu'on considère qu'ils viennent prendre le boulot, etc. Donc c'est toujours le même problème en fait. Il faut créer un ennemi au peuple. En Afrique, ça va être les gens du Nord, les gens du Sud, les musulmans, les chrétiens, peu importe. On crée un ennemi, donc on divise. Ensuite, il faut corrompre. La corruption se fait en Afrique, la corruption se fait ici en Europe. Sarkozy, par exemple, là, il a des problèmes pour des raisons que je vous laisse découvrir. Donc bref, vous voyez bien qu'il y a toujours ce lien dans le fond entre stratégie européenne ou stratégie africaine. Mais honnêtement, la stratégie africaine, elle est un peu en retard parce que la stratégie européenne, elle se modernise. On commence à utiliser énormément les médias, non pas en les censurant, mais en influençant les médias afin qu'ils façonnent la mentalité des peuples. Mais si je prends le temps de me plonger, je vais vous passer une vingtaine de minutes sur cette question. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo pour mieux vous présenter la chose. Mais simplement, il y a effectivement des similitudes entre la dictature africaine et la dictature des autres continents. Seulement, ce sont des dictatures qui sont un peu plus subtiles, un peu plus cachées. Des dictatures qui jouent avec la Constitution pour donner des avantages à ceux qui manipulent. Par exemple, Emmanuel Macron avec son fameux 49.3, il n'est pas entré dans l'autoritarisme. Il a appliqué des failles légales de la Constitution.
Contrairement à ce que pourrait faire un homme politique africain qui va être autoritaire et s'en foutre totalement des gens. Mais j'en ferai une vidéo probablement pour mieux expliquer la chose. Merci beaucoup. La dernière question pour ce thème. Comment les dictateurs manipulent-ils les perceptions et créent des illusions démocratiques pour se maintenir au pouvoir? Ouh. Alors, cas concret, on se plonge en Afrique centrale parce que c'est vraiment la terre promise par rapport à ce point-là. C'est toujours de donner l'impression d'une démocratie apparente. Donc, on a un pays qui est démocratique sur la forme, mais jamais dans le fond. Et ça, en Afrique centrale, je pense qu'ils le font très, très, très bien. Donc, on va avoir des votes, on va avoir des opposants qui seront en vérité pas du tout des opposants. En fait, on va créer tout ce qui est censé être créé dans une vraie démocratie. Vous pensez que c'est seulement en Afrique de l'Est? Non. Au Togo, c'est la même chose. Hein? Oui, c'est la même chose. Mais quand je parle particulièrement d'Afrique centrale, c'est parce que ceux qui y sont les plus anciens. Donc, c'est les dinosaures, comme vous dites. C'est là que se trouvent les dinosaures et ils ont eu l'habitude de le faire. Donc, c'est une démocratie de façade, effectivement, comme je le vois en commentaire. C'est une démocratie de façade. Donc, en ayant des opposants, des partis politiques, des élections, etc. Mais on sait que le fond n'y est pas. La forme y est, mais pas le fond. Le problème, c'est qu'encore une fois, vous allez découvrir. Tout à l'heure, je vous disais, Monsieur Ali, que un dictateur ne se soucie pas du peuple et il n'a pas d'intérêt à le faire. Il faut savoir que c'est toujours une question d'intérêt, pas de sentiment, pas d'émotion. C'est une question d'intérêt. Et un dictateur qui sait que dans son système démocratique, il n'y a pas le fond, mais qu'il n'y a que la forme, il va quand même faire semblant de donner l'illusion qu'il y a un fond. Et il va organiser des élections. Alain Foucault a sorti une très bonne vidéo où il expliquait combien coûtent les élections en Afrique. Vous tomberez des nues. C'est terrible. Ça se compte en centaines de millions d'euros pour un résultat qui est déjà connu à l'avance. Alors qu'il pourrait parfaitement prendre ces fameux 100 millions d'euros et les injecter dans le développement du pays. Construction des routes, réhabilitation des hôpitaux, des universités. Mais comme c'est pour ça ils n'ont pas de cœur. Ne vous attendez pas à une prise de conscience et qu'un jour ils prennent le micro et qu'ils vous disent je vais quitter le groupe. Ils n'ont pas de cœur. Il va prendre ces 100 millions, il connaît le résultat à la sortie, il sait qu'il va gagner. Il prend ces 100 millions et il vous organise une campagne. Pour au final qu'il sorte vainqueur. Donc on a 100 millions d'euros qui ont été dépensés dans la foutaise, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que cela va servir leurs intérêts personnels, surtout vis-à-vis de l'opinion internationale. Parce que eux, ils ne font pas ça pour le peuple. Le peuple sait déjà que ce sont des menteurs. Ils font ça pour l'opinion internationale, afin que lorsqu'ils iront chercher des partenariats, demander des fonds à X ou Y, qu'ils puissent dire, moi je suis un président légitime, je suis démocratiquement élu, t'as pas vu? Il y a eu des élections récemment. Voilà, donc on entre dans cette forme de fait semblant, mais qui coûte extrêmement cher à un pays. Mais franchement, prenez le temps de faire une recherche là-dessus, essayez de savoir combien coûtent des élections présidentielles. Ah oui, c'est faramineux. Hein? C'est terrible, c'est terrible. C'est un montant qui pourrait changer des vies dans beaucoup de pays, mais malheureusement, cet argent est réinvesti pour continuer à alimenter la comédie présidentielle. Merci Mani Congo. On passe au dernier thème de notre live. Attendez. Selon vous, qu'est-ce qui empêche le peuple de réagir face à des pratiques autoritaires? En fait, elle est plus facile à aborder lorsqu'on se concentre sur un pays en particulier. Mais s'il faut répondre de façon générale, je dirais que le point commun entre ces différents peuples, c'est la peur. Je pense que tout le monde y a pensé. C'est la peur. Puisque le régime, il est autoritaire, forcément cet autoritarisme terrifie. Et donc, il crée une forme de peur. Et la barrière entre la peur et le courage est très, très grande et très forte. C'est-à-dire qu'un peuple qui est terrifié a bien souvent du mal à en arriver au point de prendre les armes et d'aller se lancer dans une révolte. Donc il y a quelqu'un qui dit aux commentaires, c'est la peur de mourir. Oui, c'est une peur de mourir et c'est très humain parce que
voilà quoi, chacun a envie de vivre, de continuer à évoluer avec sa famille, etc. En fait, on est tombé dans un paradoxe où tout le monde veut voir en fait, tout le monde veut voir le pays libre, mais personne ne veut donner sa vie pour arriver à ce résultat. Donc, on attend que le voisin se sacrifie pour que nous, on puisse voir justement le pays évoluer. C'est un paradoxe, mais ça reste encore une fois très humain. Donc, un président qui va utiliser la tyrannie qui va utiliser l'autoritarisme pour museler son peuple, réussira premièrement à déclencher cette espèce de peur. Maintenant, cette peur, elle va se manifester de différentes façons dans le cœur du peuple. La façon la plus populaire, c'est le détachement total. En fait, vous allez vous retrouver avec un peuple qui vous donnera l'impression que ce pays n'est pas à lui. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent tellement de ce qui se passe dans le pays que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas des vôtres. Ils sont complètement détachés. Peu importe la dérive, c'est-à-dire que si vous apprenez que quelqu'un a été injustement emprisonné ou que quelqu'un a été maltraité en prison ou abusé, si vous apprenez les détournements de fonds ou les différentes sommes d'argent que le pouvoir dépense dans les futilités, ces personnes resteront neutres. Parfois même, ils vont en rire, ils vont en débattre, mais avec un détachement qui est simplement choquant. Et ça, j'étais tombé sur un live des gens qui condamnaient ce fait-là concernant justement le peuple togolais en disant que les Togolais sont indifférents. C'est pas de l'indifférence. Il faut savoir que, qu'on le veuille ou non, nous restons des êtres psychologiques et nous avons des mécanismes de réaction face à la peur, à l'avidité, à la colère. Bref, lorsqu'un peuple a peur, il va essayer de prendre ses distances vis-à-vis de l'univers politique pour ne pas qu'il y ait des conséquences. Et cette prise de distance va ressembler très rapidement à de l'indifférence, à un détachement total. Il n'y a rien que le gouvernement pourra faire qui poussera ce peuple à se dire « Ah bah tiens, là c'est trop. » Non, les gens sont simplement indifférents. Dans leur fort intérieur, ils espéront le changement, mais ils ne voudront pas contribuer à ce changement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner une guerre, mais il y en a très peu qui veulent participer à cette guerre-là et potentiellement y laisser la vie. On tombe dans ça. Donc on attend que ce soit les autres qui fassent le sacrifice afin que nous puissions bénéficier du résultat. Comme on dit, il y a très peu de personnes qui sont là à vos côtés lorsque vous charbonnez, mais par contre, lorsque la réussite vient, tout le monde est là. Donc les gens veulent le succès, mais ils ne veulent pas participer à ce travail laborieux qui conduit à cette réussite-là. Donc on est en fait... c'est de la psychologie, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué de savoir ce qui ne va pas dans la tête des gens, mais bon. Merci beaucoup. Quelle est la part de peur, de culture politique et de désorganisation dans la soumission populaire à un régime autoritaire? La part de peur. En termes de pourcentage, moi je dirais, dans un régime autoritaire, la peur c'est 60%. Pour ne pas dire 100%, mais je laisse 60% pour laisser quand même une place aux autres. Je dirais que la peur, non, 75%. En tout cas, la peur occupe une part importante. Et le deuxième pourcentage, c'est la culture politique que les gens n'ont pas. Ils n'ont pas cette culture-là. Et ça aide le dictateur de poser ses bases, d'opprimer le peuple, parce que tu es en face d'ignorants, des gens qui ne sont pas complètement idiots, simplement, ils ne connaissent pas ton domaine. Ainsi donc, tu peux faire d'eux un peu ce que tu veux. Un ignorant est bien souvent très facile à bouffer pour un sorcier. Moi, je parle beaucoup de sorcellerie parce que je trouve que un dictateur et un sorcier, c'est un peu la même chose. Voilà. Je trouve qu'ils ils obéissent au même principe. Donc, quand tu es en face de quelqu'un qui ignore tout, c'est très facile d'abuser de lui. Donc, l'ignorance de la culture politique, c'est aussi un élément qui entrave malheureusement les peuples et surtout la désorganisation. La désorganisation qui va être alimentée par le dictateur, qui va faire en sorte que les forces de l'opposition ne soient jamais réellement de vraies forces d'opposition. Il va empêcher en fait toute personne de réellement faire alliance
C'est ça. Parce que cette alliance peut, dans 2 matins, devenir une occasion de chute pour lui. Donc, toujours créer la peur, la désorganisation et une forme d'ignorance totale de la culture politique. Donc, s'il faut faire un ratio en termes de pourcentage, je dirais quand même 75% de peur, et le reste, j'aurais du mal à le segmenter, parce que entre la désorganisation et la culture politique. Mais je pense que quand même, la culture politique, c'est une vraie faille, mais surtout la désorganisation, c'est encore une plus grosse faille, parce que, vous savez, à Madagascar, les gens, les gens de la génération Z, ils n'avaient pas une très grande culture politique. Hein. C'était pas des spécialistes, c'est des jeunes. Oui, oui. Ils n'ont pas une très grande culture politique, seulement ils se sont organisés. Et cette organisation, à elle toute seule, a largement suffi pour avoir un impact conséquent sur le système tout entier. Donc, je dirais carrément 75% de peur et 25% de désorganisation. C'est les choses qui entravent le pays. Maintenant, la culture politique, est-ce qu'elle est indispensable? Pas spécialement. Je pense que ce n'est pas le plus important. Et Madagascar en est un exemple très, très, très concret. Très édifiant, oui. Bien, mon avant-dernière question, avant de mettre fin à cette série de questions. Comment les citoyens peuvent-ils transformer une indignation émotionnelle en action stratégique efficace? Nous en avons parlé, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus. Comment transformer une indignation en quoi? Une indignation émotionnelle en une action stratégique efficace. Alors, je pense que la réponse se trouve au final dans le cas de figure que vous aviez donné sur la Tunisie par rapport à l'immolation de ce jeune. Parce que là, du coup, on était sur une forme d'indignation populaire qui a donné lieu à un rassemblement national et ce qui a causé la fameuse destitution du président. Il faut déjà que le peuple s'indigne suffisamment. C'est là que c'est choquant. Ce point-là, il est très compliqué à aborder parce que pour transformer l'indignation en action stratégique, il faut déjà que le peuple s'indigne réellement au point de vouloir bouger. Parce qu'il y a des indignations qui se contentent de choquer les gens sans que cela ne soit suivi par des actions concrètes. Et il y a des indignations qui, à l'inverse, sont tellement choquantes que les gens se mettent à bouger. Maintenant, une fois qu'on a cette volonté de bouger, il faut évidemment établir des stratégies. Mais c'est bien à ce moment-là d'avoir... c'est compliqué parce que la chose, elle explose tellement rapidement que bien des peuples ont du mal à coordonner, le mouvement. Mais je pense simplement que tout peuple qui vit un élément suffisamment énervant pour qu'il commence une révolte, ils auront une certaine facilité à s'organiser et à faire la chose. Je n'ai pas vraiment de stratégie réelle à proposer là à l'instant T parce que ça dépendra encore une fois du pays dont il est question et surtout de l'élément de l'indignation. Mais comme le dit Héroba, quand un peuple s'implique dans la gouvernance, les choses peuvent changer, effectivement. Donc, en fait, c'est juste une question d'implication générale. Il faut que les gens, comme ça a été le cas encore une fois à Madagascar, les gens se sont impliqués, ils ont su comment s'organiser et ça a marché. Alors, il y a Sacré qui dit au Togo, on nous a abrutis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vraiment. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que en ce moment, je suis en train de parler avec des Togolais. Et je vous assure que la majorité des lives auxquels je participe, c'est avec des Togolais. Et c'est vrai que je n'ai pas interagi avec tous les Togolais et potentiellement, il y a effectivement des abrutis, mais il y a quand même des cerveaux. Il y a quand même des gens qui ont cette intelligence pour... Enfin, il y a déjà des gens qui ont eu l'intelligence de créer un mouvement qui a rassemblé de nombreuses personnes. Donc oui, il y a des abrutis, mais il y a aussi des intelligents. Et je pense qu'avec ce simple pourcentage d'hommes intelligents, le Togo peut réussir à changer les choses. Merci beaucoup. Donc, la dernière question que j'ai à vous poser, et puis on va faire monter les gens s'ils ont des questions. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent commencer par faire leurs demandes. Donc, c'est la dernière question que je vais poser à mon invité. Mani Congo, peut-on apprendre des erreurs et succès des mouvements d'autres pays pour mieux organiser la révolte chez soi?
Oui, enfin, la réponse est simple, oui, effectivement, on peut apprendre des erreurs et des succès des autres mouvements, mais pas seulement des mouvements, on peut aussi apprendre des erreurs et des succès des autres peuples. Donc, un peuple togolais peut très très facilement regarder les forces du peuple malgache et apprendre de ce qui les a aidés. Vous pouvez regarder pareil ce qui se passe au Pérou, ce qui se passe au Népal, ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en ce moment au Maroc. Et à l'inverse, vous pouvez aussi regarder les failles des autres peuples qui ont échoué, par exemple Oui. les Camerounais, les Congolais, etc. Enfin, il faut toujours apprendre des autres. C'est pour ça que je Moi, je reviens vais sur dire le encore, point Les Camerounais n'ont pas encore échoué, hein, le peuple camerounais, où, le vieux. ok, de toute façon, il nous reste 2 jours à attendre. Je pense Ouais. qu'on sera rapidement fixé. Le départ de Paul Biya serait la chose la plus choquante que j'aurais vue cette année, je pense, hein. Uh-huh. Et je pense pas on y aura droit parce que Eh déjà ben, s'il ne voulait pas continuer, je pense qu'il serait pas candidat. Donc il n'est pas venu là pour perdre et il est au pouvoir depuis des années. Tout le monde lui est quasiment soumis. Je ne vois pas l'élément, mais bon, attendons de voir. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? merci Mani Congo, merci beaucoup, merci. À tout seigneur, tout honneur, puisqu'il y a une dame parmi nous, j'aurais souhaité qu'on lui donne premièrement la parole. Merci beaucoup pour la compréhension. Notre sœur Aïcha, vous avez la parole. Merci d'être avec nous. Merci d'interagir avec nous. Bonsoir, Oncle Ali Mokhtar. Merci d'avoir reçu le Bonsoir, Mali Congo. bonsoir Manias chérie. Bonsoir, tonton. Bonsoir, le Mali Congo. Question pour le Mali Congo. Je voulais lui demander la question. Qu'est-ce qu'il pense quand les gens disent que au Togo, le cas est complètement différent parce qu'on n'est pas dans on n'est pas vraiment dans c'est l'armée qui détient le pouvoir de et que c'est vraiment difficile, on peut pas, il y a certaines personnes qui disent que on peut pas comparer le cas du Togo au cas de Népal ou de Madagascar parce que c'est vraiment différent à cause de l'armée togolaise. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Je vois pas spécialement le point de différence là-dedans parce que déjà pour revenir à Madagascar, lorsque le président a senti qu'il commençait à suffoquer, il a utilisé l'armée. Donc c'était ça en fait sa force. Et de toute façon, l'armée c'est la force de tout régime. Au Népal, on a sorti l'armée, à Madagascar, on l'a fait, et si au Togo aussi le pays doit se révolter, on sortira l'armée. Le, Là, moi je le dis, le gouvernement c'est une équipe de foot, et le peuple c'est aussi une autre équipe de foot, et l'armée c'est la balle au centre. Celui qui l'a de son côté peut marquer un but. Et pour l'instant, dans bien des pays qui sont encore victimes de dictature, c'est simplement parce que l'armée est du mauvais côté, enfin si je dois le dire comme ça. Donc l'armée peut changer de camp. Aujourd'hui, ils servent le président togolais, mais ils peuvent changer de camp. Là n'est même pas la question. La vraie question, c'est de savoir comment, quand, et surtout quel pourrait être l'élément déclencheur de ce changement-là. Parce que pour ça, honnêtement, il n'y a aucune stratégie qui régit cette loi. Il n'y a absolument aucune stratégie. Là, je serais d'accord avec certaines personnes parce que ce qui aura marché au Burkina ne marchera pas forcément au Népal et ça ne marchera pas forcément à Madagascar. Les éléments qui font en sorte que l'armée change de camp sont toujours assez flous à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, moi, j'aime à le dire, une armée peut violenter un groupe de personnes qui manifestent. Ils peuvent violenter 500 personnes, 1000 personnes, mais ils ne violenteront jamais tout un peuple. Et quand c'est tout le peuple qui entre en bataille, forcément, même si le dictateur a donné à l'armée les meilleurs intérêts possibles, même s'ils ont le meilleur salaire possible, mais il est impossible, et ça n'a jamais été, qu'une armée se mette à exterminer tout un peuple. On peut se battre contre un homme, on peut se battre contre une idée, mais on ne se bat pas contre tout un peuple. Si aujourd'hui les manifestations togolaises ou autres n'aboutissent pas réellement, c'est parce que vous doutez bien que le pourcentage de personnes qui participent à ces manifestations il est extrêmement minime par rapport à l'intégralité du peuple tel qu'il est connu. Donc, le pouvoir est géré par l'armée, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité en soi puisque l'armée peut se retourner. Ça reste des hommes, des femmes, des enfants du pays
des gens avec une psychologie et qui sont capables également d'en arriver à un point où ils peuvent changer de camp si et seulement si le peuple donne à cette armée des raisons. Et c'est ce qui a été à Madagascar. Le peuple a donné des raisons à l'armée de changer de camp. Le peuple a montré à cette armée-là qu'il n'avait pas l'intention de changer de camp. Que le peuple n'avait pas l'intention d'arrêter le combat. Peu importe, vous sortez vos chars, vous sortez les armes, nous ne rentrerons pas chez nous. Et face à ça, tu n'as que deux solutions. Soit tu laisses le peuple faire, soit tu te mets à tous les exterminer. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Et dans ces conditions-là, peu importe l'allégeance que l'armée togolaise a prêtée à son président, je pense qu'arriver face à un tel dilemme, le choix sera vite fait. Et je suis convaincu que le peuple gagnera la partie. Vous avez fini, Aïcha? Merci, ma nièce. Zach, vous avez la parole. Bonsoir. D'abord, merci Monsieur Mokhtar Ali et merci à Monsieur Mani Le Congo et merci à tous nos auditeurs. En bref, vous avez presque tout exposé, c'est-à-dire les défaillances et les faiblesses des dictatures en Afrique. Ce qu'il y a à ajouter là-dessus et ce sur quoi nous nous sommes, on peut se contenter, c'est que en toute dictature, elle porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Ça, le peuple doit le savoir et le peuple doit savoir que le dictateur n'aura jamais pour ami, c'est-à-dire son peuple. Donc, si le peuple se fait allégeance que le dictateur va changer de position ou bien aura des sentiments de bienveillance vis-à-vis de lui, c'est que c'est un peuple qui est appelé à subir éternellement une dictature. Il reviendra au peuple togolais particulièrement de prendre ses responsabilités, de dire que trop c'est trop, après 38 ans de père et 20 ans de fils, sans rien de positif, il est temps que les choses changent. Comment cela soit changé? C'est le moment. C'est le moment car la révolte, c'est-à-dire de la jeunesse, doit être palpable. C'est la jeunesse qui est le porte-flambeau, c'est-à-dire du développement ou bien, c'est-à-dire de tout ce qui viendra avec la postérité. Les autres comme Mokhtar Ali en ont fait leur part à leur temps. Il reviendra à la population, particulièrement la jeunesse d'aujourd'hui, de dire que nous n'accepterons pas nous faire sacrifier et sacrifier l'avenir de nos enfants. C'est le sens pour lequel le peuple togolais doit se battre et mettre fin à cette dictature. Donc la question que je vais vous poser, monsieur le Mani Congo, après avoir vu que la dictature de Faure Gnassingbé, pendant plus de 20 ans, n'a pas pu donner quelque chose de satisfaisant à cette population togolaise, particulièrement à la jeunesse, y a-t-il encore espoir à cette jeunesse de penser que quelques années supplémentaires vont faire changer le dictateur? Non, mais après ça reste uniquement mon avis, parce que déjà 20 ans c'est beaucoup, hein. 20 ans c'est extrêmement lent. Déjà je pense que 2 ans c'est lent, mais 20 ans c'est terrible. Ce qu'il n'a pas pu donner hier, il ne le donnera pas aujourd'hui. Je pense que tout effort, encore une fois, doit avoir une cause. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le président malgache, malgré ses années d'inactivité, on est arrivé à un point où il a proposé au peuple de lui donner 1 an pour qu'il puisse faire un travail monstrueux et essayer de se rattraper. Donc on s'est retrouvé à avoir un président qui était conscient de ses imperfections, mais qui, sous une certaine pression populaire, a décidé, après ça reste une promesse, mais en tout cas, il était dans une optique où il voulait dorénavant travailler correctement. Est-ce qu'il aurait réussi à faire ce qu'il a prétendu vouloir faire? Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si le peuple togolais en arrive à un point de pression sur le président, peut-être qu'il peut décider de se rattraper. Parce que c'est pas l'argent qui manque, hein. C'est pas l'argent qui manque. Donc, avec un peu de bonne volonté, on peut faire en 5 ans ce qu'on n'a pas pu faire en 20 ans. Cas concret, Dubaï. Dubaï ne s'est pas en 200 ans comme la France ou etc., etc. C'est quelque chose qui s'est fait très rapidement parce qu'il y a de l'argent. Donc, il y a de l'argent au Togo et donc très rapidement, on peut rattraper les erreurs passées. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt pour lui de faire une telle chose? Non. Je ne suis pas dans son cœur, mais je me permets quand même de vous dire que non. Parce que s'il voulait le faire, il l'aurait fait depuis. S'il ne l'a pas fait en 20 ans, il ne le fera pas maintenant. C'est suffisant.
Et je pense que ne poussez pas le laxisme trop loin parce que là, le niveau de tolérance, il devient terrifiant. Parce que là, à ce stade, vous pouvez vous dire que bon, on va le laisser un peu 10 ans encore, peut-être que dans 10 ans, il va se réveiller et peut-être qu'il verra mieux les choses. Non, 20 ans, c'est beaucoup. Parce que ce monsieur a déjà vu son père agir et il a vu les imperfections de son père. Si dès son arrivée, il n'a pas décidé de corriger les choses, c'est qu'il a compris que cette logique-là était la bonne. Peut-être même qu'il a été d'accord avec cette logique-là et il l'a perpétuée pendant 20 ans. Ce n'est pas demain qu'il va changer. Alors là, pas du tout. Mais après, ça reste mon avis. Je ne suis pas devin. Peut-être que, voilà. Voilà. Mais là, vraiment, c'est à chacun d'avoir une opinion là-dessus. Mais je ne crois pas au changement des cœurs des hommes politiques. Donc, je dirais que non. D'accord, merci encore pour la pertinence de la réponse. C'est ce que je voudrais que le peuple togolais puisse entendre, non pas de ma propre voix, mais de la vôtre. Donc, en 20 ans, ce qu'on n'a pas pu faire, ce n'est pas en augmentant quelques années qu'on pourra faire le changement. Que le peuple togolais soit conscient que le changement, c'est-à-dire qu'il peut attendre de ce régime, ne sera qu'une utopie. Il faudrait que le peuple puisse imposer, c'est-à-dire le respect de la Constitution, et par cela, vouloir opter pour un changement, et un changement radical. Un changement qui permettra au Togo, c'est-à-dire d'avoir son indépendance politique et une souveraineté intégrale, comme on le souhaite. Donc, la lutte est dans notre camp. La lutte est dans le camp de la jeunesse et la lutte est dans le camp du peuple togolais. Peuple togolais, brave que tu es, lève-toi et arrache ta victoire. Je vous remercie.